On peut déguster le saké avec ses yeux. Mon challenge est de vous convaincre. Bar à saké, Izakaya do Sayaka. Bonjour à tous. Je poursuis dans ma chaîne la série des accessoires pour le service de saké. La dernière fois, nous avons vu que l'on peut voir le saké avec des ustensiles en céramique. Alors, quelles sont les autres possibilités? En outre, pouvez-vous imaginer que le saké et ses accessoires peuvent composer une sorte de cosmos? Restez avec moi jusqu'à la fin si le saké et la culture japonaise vous intéressent. Il y a 4 matières différentes pour les ustensiles servant le saké. On a vu la dernière fois que parmi ces 4 matières, la poterie et de la porcelaine sont importants dans la culture artistique et culinaire au Japon. Ce sont également les premiers récipients qu'on a utilisés pour servir le saké. Je vous présente maintenant 3 autres matières, le bois, le verre et l'étain. Le récipient en bois est un statut particulier parmi les verres de saké. On les utilise fréquemment pour les occasions cérémoniales et festives. D'abord, je vais vous parler de verre carré en bois naturel, le masu. Depuis le début du XIVe siècle, c'est un récipient en bois de cyprès japonais de forme cubique qui était utilisé comme unité de mesure du riz et de la sauce de soja. Pour les Japonais, le masu était aussi précieux que le riz qui contenait. Cette tradition perdure et le masu fait partie des objets importants dans la vie des Japonais modernes. Plus récemment, le masu est devenu un symbole de chance. Par exemple, on l'utilise pour trinquer collectivement lors de l'inauguration d'un magasin ou d'une crémaillère. Ensuite, il existe le verre en bois laqué qui est un objet précieux en soi. J'ai déjà évoqué sa présence dans la vidéo intitulée Le saké et les cérémonies. J'ai bien parlé de la cérémonie maritale dans le site touriste. Je vous laisse la regarder, le lien apparaît au-dessus. Justement, ce sont les verres en bois laqué de la forme ronde que les Japonais utilisent exclusivement. Produit du luxe par excellence, le bois laqué est souvent orné de dorures, de dessins subtils ou d'incrustations de perles. Des feuilles archéologiques de sites datant de la période Jomon montrent que la laque existait déjà comme la céramique au Japon. C'est les techniques de décoration qui se développent au cours du 8e au 15e siècle. Le 16e siècle devrait être un tournant pour cet art. Les artistes japonais ont produit de nombreux éléments uniquement destinés à l'exportation vers le pays européen. À l'époque d'Edo, une nouvelle technique a vu le jour, celle de Nanban Makie, qui combine de jolis dessins avec incrustation de perles, qui fut exportée en grande quantité en Europe. Alors, que faisaient les Européens avec la laque japonaise importée? Ils ont fabriqué des meubles composites. Vous devez les rencontrer dans les châteaux français par exemple, où il y a des personnes qui collectionnaient des objets tout simplement. Voici un exemple ayant appartenu à la reine de France, Marie-Antoinette. Cette boîte octogonale est originale et délicate. Elle avait réellement du goût, cette femme. Passons maintenant à l'autre matière, le verre.
le verre a connu une histoire inverse de celle de la laque quant à l'échange culturel entre l'Europe et le Japon. C'est-à-dire, les Japonais ont importé l'ustensile en verre et la technique de sa fabrication des Européens. Même si on trouve des objets en verre datant du 7e siècle, c'était des accessoires vestimentaires par exemple, magatama, pendentif magique. Ce n'était pas destiné à l'usage culinaire. Pourquoi? On suppose que fragile, le verre n'était pas très pratique aux yeux des Japonais, qui ont certainement privilégié le développement de la céramique. Le changement a eu lieu au XVIe siècle à l'arrivée des Jésuites. François-Xavier a offert, en 1549, les ustensiles en verre aux seigneurs puissants de l'époque. Donc, avec l'introduction du christianisme, le verre a obtenu le statut des produits de luxe venus de l'Europe. Dans l'ancien vocabulaire japonais, le mot verre est prononcé diamant, qui provient du mot portugais diamante, donc diamant. On peut imaginer à quel point ce produit a été lié à la culture européenne. Les Japonais ont appris la technique de sa fabrication au cours du XVIIe siècle. Comme ce peuple est doué pour l'imitation et l'amélioration de produits, ils ont créé des merveilles comparables au cristal européen. C'est à Satsuma, actuel Kagoshima, au sud du Japon, qu'ils ont développé un style raffiné avec un verre épais. Voici un exemple de Satsuma Kiriko. Aussi, on trouve des produits artisanaux de grande qualité à Edo, actuel Tokyo, qui s'appelle Edo Kiriko. C'est délicat, n'est-ce pas? J'ajoute pour vos informations que les Japonais boivent actuellement le saké aussi avec un verre de vin. Enfin, la dernière matière de verre à saké est l'étain. L'étain est introduit au Japon il y a 1300 ans. Il était un des métaux précieux après l'or et l'argent. L'ustensile d'étain était uniquement destiné aux personnes des classes privilégiées. Il a connu un essor à l'époque d'Edo, mais un déclin pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause de la pénurie des métaux. Il reste même maintenant un produit relativement rare et onéreux pour les verres de saké. Je finis cette émission par ma petite réflexion philosophique autour du thème d'aujourd'hui. J'ai vu dans le saké et les 4 matières que j'ai présentées les 5 éléments qui composent l'univers selon la cosmologie chinoise traditionnelle. Selon elle, chaque élément, bois, feu, terre, métal et eau, contient une propriété dynamique. Est-ce un hasard que nous avons la totalité des 5 éléments pour les accessoires de saké et le saké qui est de l'eau? En tout cas, ça serait amusant d'imaginer que vous avez le cosmos entre vos mains en buvant le saké. Je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si le contenu vous a plu, veuillez vous inscrire à ma chaîne. Je poursuis l'aventure des ustensiles pour le saké. La prochaine fois, je parlerai de l'aspect pratique. Donc, à bientôt. Ja, matane.